bon, cette fois-ci, on est bon. Merci. Allez. Je te propose d'avancer. Ouais. On va se présenter quand même rapidement parce qu'on fait les guignols, mais si vous ne savez pas qui on est, vous ne comprendrez pas pourquoi. Je m'appelle Jean-Rémy Revy, je suis le practice manager de la partie Modern Architecture chez Ypon Technologies. C'est-à-dire en gros, je m'occupe des architectes solutions et d'entreprise pour définir un petit peu nos méthodologies et notre manière de progresser dans l'entreprise. Mes sujets favoris, c'est évidemment l'architecture, la gestion des API, Domain-Driven Design et tout ce qui va concerner autour de la transformation, DevOps, Agile, ce qui explique que je sois là aujourd'hui. Je suis certifié CF Architecte et j'ai la chance de travailler avec Antoine. Pas mal. Voilà. Donc, Antoine, moi, je suis coach agile chez Ypon dans la practice agile et je suis aussi certifié SPC pour ceux qui connaissent. Je travaille en tant que RTO sur des trains, je travaille sur les transports, je suis aussi formateur et mentor et fan de réunion. Tu peux avancer. Petit brief pour que vous nous situiez un peu. Ypon, on est 700 dans le monde, on est 500 en France. On est répartis sur les grandes villes françaises. On accompagne des petites entreprises, des licornes, etc. et des grandes entreprises du CAC 40. Et les retours d'expérience qu'on va vous partager voilà, sont un melting pot de toutes ces expériences, évidemment. Deux temporalités. Première partie, un retour d'expérience vraiment basé sur comment on fait pour délivrer de l'architecture pendant la phase nominale, pendant la phase de réalisation, là où c'est dans le dur, en fait, là où c'est déjà compliqué, parce qu'on est déjà dans le rouge. Donc, petit focus là-dessus, et après, on prendra un petit peu de hauteur sur comment on fait pour délivrer de l'architecture tout au long du process, et notamment avant même d'avoir commencé, mais pas trop avant non plus. Dans la première partie, vraiment, on est dans une équipe de 15 à 30 équipes, donc gros projet de transformation, gros projet d'édition de logiciels, qui explique qu'on doit mettre en place des choses qui sont moins communes que quand on travaille dans une, deux ou trois équipes. Et donc, c'est toute cette ampleur-là qu'on va venir décrire avec vous. Mon ami architecte, c'est plus simple parce que lui, il n'a que 6 équipes. Mais ça sera des bonnes idées quand même. Je lui dirai, je ferai un focus dessus pour qu'il comprenne, ça marche. Donc, première phase, pendant la réalisation, je vous le dis, gros projet, 15 à 30 équipes, on est dans de l'édition de logiciels, on doit aller vite et bien, et évidemment, si tout était rose, on ne serait pas là, je n'aurais pas grand-chose à raconter. On a besoin de délivrer des capacités d'architecture, mais on n'a pas besoin, on ne peut pas attendre un an que ce soit fait. Je te laisse avancer. À votre avis, première question comme ça, à quoi ça ressemble un backlog d'architecture? Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà vu un backlog d'architecture? Sans rire. Voilà. Moi, évidemment, puisque je l'écris. À distance, évidemment, vous comptez comme moi 0 personne. C'est un peu normal. Je te laisse avancer, s'il te plaît. Voilà à quoi ça ressemble un backlog d'architecture en général quand on arrive sur les projets. Okay. C'est la merde, ça court partout. Alors les serveurs sont en flammes. Toute raison gardée et tout prestataire de service dans le Nord écarté, ça arrive quand même assez souvent. L'architecte qui fait le pompier, il vient filer un coup de main, c'est compliqué. Et alors que lui, ce qu'il aimerait, c'est voir à 3 ans et se dire comment je vais faire pour arranger les choses. Généralement, quand on arrive, c'est plutôt il y a un problème et s'il te plaît, résous-le. Voire même, si tu veux avancer, voilà à quoi ça ressemble. Ce qui explique aussi que vous n'avez jamais vu, les architectes, certains, ils écrivent pas grand-chose. Et ça, évidemment, dans une idée de délivrer régulièrement des petites choses, si ce n'est pas cadencé, si ce n'est pas affiché, si ce n'est pas précisé, évidemment, ça ne peut pas aboutir. C'était ça, son backlog. Ah bah oui, j'imagine bien. Alors, du coup, le premier conseil que je pourrais le donner, c'est ce que j'ai fait à ton collègue là. Déjà, c'est écrire. Facile, les adeptes du visual management l'auront compris, à minima, c'est le partage. C'est essayer d'écrire à quoi ça peut ressembler un backlog d'architecture. Celui-ci est succinct. Dans les faits, celui qu'on avait dressé avec l'équipe faisait à peu près 4 fois cette taille-là et bien plus de post-it bugs qu'autre chose. Mais se mêlait dans le travail de l'architecte, évidemment de la résolution de bugs sur des capacités déjà en place, la plateforme de CI/CD qui ne délivre pas, les pipelines qui ne sont pas génériques, la performance qui s'écroule, des problématiques plutôt là-bas de sécurité parce qu'on n'a pas réglé. Ah oui, je n'ai pas dit. 2 mots techniques aujourd'hui, API,
corse pour les problèmes de sécurité. Ça n'ira pas plus loin. Facile pour tout le monde. Et donc, du coup, problématique de sécurité, d'accès, cross-domain, etc. Compliqué. Et en plus, ça, c'est ce que lui reprochent les équipes. Mais au-dessus, product manager, CTO, etc., qu'est-ce qu'ils attendent? Eux, ils attendent des études autour de la plateforme d'API management, des études autour de la plateforme de distribution de médias. Il a un boulot comme ça, l'architecte. J'espère que ce n'est pas le cas pour ton copain. Et si, si, évidemment, si, bien sûr. Parce que, évidemment, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que comme les architectes sont une caste un peu supérieure à toutes les autres, enfin, vous tous presque y compris, sauf toi, Alexandre, l'architecte, forcément, c'est le gars qu'on appelle quand il y a besoin de faire quelque chose d'important. Le reste, ça ne l'est pas. Donc, du coup, il a plein de choses importantes à faire. Et pour autant, il ne s'en sort pas, parce qu'il y a quand même des problématiques métiers à résoudre, et notamment, dans ce contexte-là, on doit délivrer des API dans un nouveau produit. Le problème, c'est que ces API, comme elles ne sont pas bien designées, le client nous l'a reproché parce qu'il a vu 5 équipes, 5 API différentes, avec 5 nommages différents, avec 5 normes différentes. Il dit, vous êtes une entreprise, et là, j'ai l'impression d'en avoir 5 en face de nous. La prochaine fois que je vois ça, moi, je n'achète pas. Et là, on est qu'en phase de bêta, dans une phase d'acquisition de marché. Ce n'était pas entendable d'avoir autant de problématiques. Donc, on l'écrit tout ce backlog, et moi, j'accompagne les architectes pour qu'on écrive tout ça. Est-ce que ça l'aiderait, ton copain? Oui, cette étape-là, il a fait. D'ailleurs, c'est bien, c'est visuel, ça commence à prendre de l'intérêt. Mais après, la deuxième question qui se pose, c'est comment on fait pour aller vers les équipes, comment on organise tout ça. Et c'est énorme, ça fait une énorme montagne. Qu'est-ce que je peux lui conseiller? Alors, à part le piolet, ce que tu peux lui proposer, c'est ce qu'on a fait après, si tu veux bien. Ce qu'on a fait après, c'est regarder. Voilà. C'est de découper. Et évidemment, l'architecte, il a beau être intelligent et mieux payé que vous tous, il a forcément qu'une capacité à faire limitée. Cette capacité à faire comme n'importe quelle équipe de développement, n'importe quel développeur, n'importe quel UX designer. Il a besoin d'avoir un focus sur un certain nombre de sujets. Il ne peut pas tout adresser en même temps, ça ne marche pas. Pas plus pour les architectes que pour les autres. Donc, ce qu'on a fait, on dit, OK, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, même si ça va faire grincer des dents? Il y a forcément une partie de bug à résoudre, là, c'est urgent. Là, quand on bloque sur les pipelines de CI/CD 25 équipes parce qu'elles n'arrivent pas à délivrer, ça, c'est important. Là, on perd de la capacité à faire. Chose que vous m'entendrez rarement dire, même si c'est enregistré, la perf, pas si important que ça. Les problématiques de perf qu'on rencontre, au vu de la volumétrie qu'on a actuellement sur ce projet au moment où on le démarre, peu de clients, un millier d'appels d'API par jour, ok, la perf, ce n'est pas un sujet. Alors, ça fait mal pour un architecte de dire que la perf, ce n'est pas un problème, mais à date, ça suffit. Et c'est ça suffit qui est important. Donc on dit, ça, on verra plus tard. La sécurité, là par contre, on ne transige pas trop. La sécurité, ça, on va s'en occuper. En plus, ça tombe au moment où il y a des problèmes avec Log4j. Là, il y a quand même des choses sur des failles critiques de vulnérabilité qu'on ne peut pas laisser passer. Parce que ça, si on se fait attaquer, on met la clé sous la porte. Et sur le reste, il y a des choses qui peuvent, l'obsolescence technologique, il n'y a pas d'urgence tout de suite. Et on se dit que les deux gros sujets, c'est vraiment CI/CD, parce que ça peine tout le monde. Et sur la partie design d'API, où là, les clients n'achèteront pas, donc un vrai impact business, si jamais on ne délivre pas les bonnes capacités pour harmoniser tout ça. Voilà ce qu'on se dit en résumé. Je commence à trouver mes repères. Là. La priorisation, le découpage, pour faire juste ce qu'il faut, ça commence à être clair. Exactement. Voilà. On n'est pas, on est supérieur, certes, mais pour autant, on n'est pas, on est régi par les mêmes codes que n'importe quelle équipe. On doit délivrer et on doit prioriser ce qu'on fait. Ça paraît évident. Encore une fois, quand il y a la prod qui crame, imagé, mais j'espère que imagé, on n'est pas tenté de faire, de reporter certaines choses, mais il faut le faire. Du coup, de manière réaliste, on réduit l'encours, tout simplement. Les agilistes verront derrière le whip limit sans équivoque, c'était bien le fond du sujet. Et ça dans Safe, c'est pas écrit tel quel. Voilà, des petits éléments qui nous disent que oui, il faudrait l'appliquer, mais ça s'applique aussi à nous. Et si on zoome un petit peu, quand on voit avec l'équipe pour se dire comment on va faire, qu'est-ce qu'on va attaquer dans le design d'API, à votre avis, il faut combien de temps 2 jours, 2 semaines, 3 mois, 1 an. Ah, ok. Qu'est-ce qui se cache derrière? Vous reconnaîtrez la même dynamique que dans un poker planning. Et finalement, on évoque avec eux les différents sujets qu'il faut aller travailler. Qu'est-ce qui serait obligatoire pour avoir quelque chose qui soit livré et qui permette, dans le contexte
d'une livraison, d'une version à long terme support juste avant l'ouverture du logiciel au grand public. Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment qu'il y ait et qu'est-ce qui peut attendre parce qu'on sait qu'on aura mis les bonnes briques au bon endroit et qu'on pourra avancer. L'équipe n'est pas d'accord. L'équipe ne sait pas comment résoudre le sujet. Et là, on est plutôt sur le PI, l'incrément, le gros incrément, la grosse release, juste avant de délivrer ça. Ok, bah, vous ne savez pas, bah, vous regardez, vous étudiez, vous faites un spike, vous allez creuser un petit peu pour savoir quel logiciel, quels outils, quelles démarches, quelles normes vous voulez mettre en place. Et une fois que vous savez à peu près là où vous voulez aller, bah là, on sera capable d'estimer. Donc, c'est ce qu'on fait. Dernier sprint de l'itération, on regarde quel logiciel on va mettre en œuvre. La seule chose sur laquelle on est d'accord tous, c'est que si on doit faire une seule chose qui doit rester, c'est même pas forcément que de la doc, il y en aura, mais c'est surtout une application qui démontre que ce qu'on a dit est vrai. Parce qu'on ne veut pas faire le fameux architecte dans sa tour d'ivoire, c'est tiens, regarde, je te promets, ça doit marcher. Non, non, on va le faire et on va vous le montrer et vous aurez la trace d'une application pour vous montrer comment on fait. Une petite application blanche qui fonctionne. Et ça, on se met tous d'accord pour dire que c'est un des outputs de ce qu'on va faire. Deux termes techniques, dont API. Est-ce que c'est pour Application Programming Interface? Oui, tout à fait. Tout à fait. Les API restent, pour être précis, pour communiquer avec le logiciel à l'extérieur. Et donc, tous les sujets bonne conception d'API, on se dit, oui, il faut qu'on le fasse, oui, il faut qu'on écrive un guide, mais peut-être qu'on n'a pas besoin de l'écrire tout par nous-mêmes. Peut-être qu'on peut prendre déjà des normes existantes, déjà écrites, qui font consensus, et on va s'épargner du travail, parce que ça, ce sera maîtrisé. Et dernier point sur la performance, en plus que ce soit peut-être pas si urgent, on est dépendant d'une équipe qui a la plateforme, qui a les outils, on n'est pas en autonomie. Ok, c'est pas urgent, enfin, c'est pas si urgent et on n'est pas autonome. Ok, ben, on fait le choix de ne pas faire. Ça fait mal, il faut aller l'expliquer, il faut aller convaincre le VP et le CTO pour dire on ne le fera pas, mais on le fait et on assume le fait de dire à date, c'est pas grave. Et voilà comment on commence sur le PI précédent. Est-ce que ça, ton copain, il fait comme ça aussi? Pas encore, ça faudra que je lui explique. Hein. Ok. Je te laisse avancer, s'il te plaît. Et du coup, se déroule sur la release suivante, sur l'itération suivante, un ensemble d'ateliers et un ensemble de pratiques, à commencer par faire par nous-mêmes, nous architectes, cette application blanche pour s'assurer que tout ce qu'on a dit, déjà, c'était réaliste. Hors de question qu'on débarque dans les équipes en leur disant ce qu'ils devraient savoir faire sans que nous, on l'ait testé par nous-mêmes. Donc, premier sprint, on prototype, tout simplement. Deuxième sprint, on va voir avec une équipe, l'équipe qui a plutôt le vent en poupe, l'équipe qui est un peu avec laquelle, si chez eux ça ne fonctionne pas, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Donc on va voir cette équipe et faisons-le ensemble, on travaille ensemble, regardez, on l'a déjà fait sur un proto, voyons pour le dérouler ensemble dans vos cas particuliers, il y aura peut-être quelques ajustements, mais on le fait avec vous. Ok, ça marche. Puis on le fait avec d'autres équipes, des équipes qui sont pas les couteaux les plus affûtés du tiroir. Mais il fallait pour s'assurer que même pour les équipes qui ne sont pas composées de suffisamment de personnes en capacité d'eux, ça percute. De nouveau, sinon c'est qu'on a raté quelque chose. Donc on va s'assurer sur le terrain avec eux que ça fonctionne. Puis une fois qu'on a fait tout ça, bien évidemment, on prend en compte les retours d'expérience. Oui, il y a un problème de repository, tout le monde n'y a pas accès. Un problème de dépôt, pardon. Oui, tout le monde n'est pas au fait des normes REST, de comment on les écrit. Ok, peut-être qu'on peut faire un petit détour sur le sujet. Mais globalement, ça fonctionne chez nous, ça fonctionne sur notre machine, ça fonctionne avec une équipe, ça fonctionne avec une autre. On est relativement serein pour la suite. Et donc après, une fois qu'on a fait ça, on écrit quand même la doc. À un moment, ça passe quand même par là. Et je vous explique après juste comment on écrit la doc. Et dernier point, on ne part pas comme des voleurs, on a aussi un plan de conduite du changement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a dit « il faut, la doc est prête » qu'on part et puis c'est réglé. Derrière, c'est on met en place les bonnes formations. Et là, en l'occurrence, sur les API, on va former les leaders techniques parce que c'est eux qui vont diffuser, ce sera le bon relais. On va former les product owners à lire des contrats d'API parce que c'est finalement le premier produit qu'ils vendent. S'ils ne comprennent pas ce qu'il y a écrit, c'est cuit, mais on ne leur demande pas de faire pour autant. Et donc, on identifie les impacts des différentes personnes et on propose formation et support qui vont avec. Il fait ça, ton collègue, il est sur le support à bras. Non, il a envoyé un paquet de slides et c'était pas super efficace. Oui, je ne suis pas sûr. Pas trop. Ouais, j'imagine bien. J'imagine bien. Et tout le reste, on fera après. Parce qu'une fois qu'on a adressé ça, on est capable de vendre des API qui ont une forme relativement homogène. On a de quoi les implémenter, de quoi partager les contrats. Et certes,
on n'a pas ce qu'il faut pour aller tester en automatique, mais ce n'est pas grave, on le fera plus tard. On a déjà atteint l'objectif premier et à la fin de cette itération, la version long terme qu'on va déployer, déjà, elle est stable. Déjà, elle est bien détourée. L'autre avantage, c'est qu'il y a 2 équipes qui connaissent maintenant. Il y a 2 équipes qui connaissent. Ils peuvent monopoliser, transmettre. Exactement. Les 2 leaders techniques qui sont sur ces sujets-ci, eux font partie d'une communauté et vont redistribuer la bonne parole ou vont expliquer ce qu'eux, ils ont vécu humainement avec leurs mots. Je te laisse avancer. Voilà finalement à quoi ça ressemble. Un bon moyen de cadencer de l'architecture qu'on délivre en continu. De nouveau, si j'avais qu'un slide à retenir aujourd'hui, c'est pratiquement celui-ci, parce que ça, ce n'est pas écrit dans Safe. Ça ne vous dit pas comment il faut faire, quand, à quel moment, etc. Alors que délivrer de l'architecture, comme n'importe quelle autre pratique, bah, ça se cadence. En tout cas, quand on a un contexte avec 20, 30 équipes et qu'on ne peut pas se permettre de faire du gré à gré avec une ou 2 équipes. Itération précédente, une étude, un spike, hein, vous le connaîtrez sous ce nom-là, et on voit ce qu'on est capable de faire, jusqu'où on peut aller, on fait des premiers choix d'outils, et à partir de ça, on est capable de savoir jusqu'où on peut aller et la complexité du sujet. L'itération suivante, un prototype, systématiquement, pour s'assurer que ce qu'on a dit était avéré, on expérimente avec une équipe et on démontre. L'architecte, là pour le coup, c'est écrit dans Safe, tu confirmes. L'architecte, il démontre. L'architecte, c'est comme n'importe quelle personne, même s'il n'est pas dans une équipe, qu'il est ou dans la system team ou à l'extérieur, tel que le décrit Safe, il travaille. S'il travaille, il démontre. Et ça, on n'y coupe pas. Et quand on est architecte et qu'on a dit 20 fois avant, non mais c'est bon, faites-nous confiance, alors que tout le monde, tous les développeurs, les Scrum Masters, les posés, chaque fois que l'architecte vient, c'est le bordel, on ne comprend rien, il dit toujours que ça marche et ça ne marche pas, là il démontre, et là il s'engage. Et quand il s'engage, eh ben, il s'engage sur quelque chose qui fonctionne. Ça, c'est le premier élément qui donne la confiance. Et après, ouais. Il démontre, on est d'accord qu'il démontre. Alors, oui, tout à fait. La question, c'est à qui il démontre et qu'est-ce qu'il démontre? Est-ce que c'est du technique pour des techniques? Pas que. Pas que. Là, dans les parties prenantes, on démontre au business owner, au responsable du projet, que ce qu'on va proposer correspond à une vraie douleur de ses clients en disant voilà le but qu'on va atteindre, regarde si on fait ça, tout le monde a bien le bon design et on démontre évidemment la faisabilité technique pour les points qui sont compliqués parce qu'il y a de la génération de code, etc. On démontre sur les 2 aspects parce qu'on adresse les 2. Non, je ne montre pas de ligne de code. La question, c'est qu'est-ce qu'on montre? Pas que des lignes de code. On montre un résultat, un impact. Et là, dans un produit numérique où on délivre des API, forcément, on montre le résultat d'une API et la facilité d'interconnexion. Là, ça reste néanmoins relativement technique. Ce n'est pas comme si on montrait un système d'authentification fluide et sans couture. Il n'y a pas beaucoup de processus. Par contre, on le démontre au travers d'une application qui dit « Regardez, ça marche. Le résultat final ne marche pas, juste la mécanique interne. » Au début, du coup, c'est toi qui travailles à ce moment-là pour l'étude? Alors, moi, en tant qu'architecte, oui. En tant que facilitateur des architectes, non. Par contre, en tant qu'architecte, je me renseigne sur quelles sont les technologies, quelles sont les méthodologies, quelles sont les normes, comment font nos confrères, et c'est ça que je vais vérifier. Et évidemment, sur la suite, on vous en a parlé, on produit de la documentation qui prend en compte tout le retour terrain, on amende si jamais le prototype n'a pas marché ou si les retours des terrains ne sont pas bons. Et de nouveau, cette fois-ci, on démontre à l'ensemble des équipes pour montrer, voilà ce qu'on a fait, on a pris en compte les retours, maintenant ça marche dans 90% des cas, on prend du feedback, parce qu'il y a peut-être encore des craintes, parce qu'on n'a vu que 2 équipes et là il y en a 25, mais on prend le feedback et on assure le support qu'on généralise au travers d'une communauté de pratique, au travers des leaders techniques, au travers d'autres sujets, et on se met en ordre de marche pour assurer un certain support au travers de ces équipes une fois que tout est terminé. On ne part pas comme des voleurs parce qu'on l'a fait une fois que ça marche. Et ça se répète à chaque fois. Ça, c'est comment on gère des capacités, les fameux enablers en anglais, décrits comme ça dans Safe, pour s'assurer que ce soit livré régulièrement. Là, régulièrement, une itération globale, une release, c'est 2 mois et demi. Okay, c'est pas 6 mois, c'est pas 1 an, c'est pas comme j'ai pu le voir et ce qui nous avait donné l'idée au départ, un cadre d'architecture qui prend 3 ans à écrire et qui, une fois publié, est obsolète. C'est pas ça l'architecture. Ça permet d'arriver un peu plus rapidement et de prendre en compte le changement, parce que le sujet, il est bien là, c'est prendre en compte le changement, même dans l'architecture, en continu. Je te laisse avancer.
Alors du coup, On va enfin parler de cette doc. eh oui, qu'est-ce que ça fait un architecte? Alors vous avez dit, vous ne savez pas trop, ou alors vous savez mais vous ne voulez pas le dire. Qu'est-ce que ça produit de magnifique un architecte? Un DAT, mais oui, ça produit des dossiers d'architecture, le plus beau livrable qu'on ait à produire. Qui a déjà lu un backlog un dossier d'architecture? Oh, il y a des mains qui se lèvent. Alors, il y en a qui en ont écrit, ok, je les connais. Il y a d'autres modèles, on en parlera juste après, justement. Moi, je suis fan de mes productions littéraires. Je ne suis pas certain qu'elles aient été autant vues. Je pense qu'il y a plus de personnes dans cette salle qui auront vu la conférence que de personnes qui ont lu mes dossiers d'architecture. Ça fait deuil, mais c'est comme ça. Je te laisse avancer. Hein, voilà. Non plus, vous n'en avez pas lu. Parce que ce fadé 150 pages de normes, etc., ça n'intéresse personne. Surtout qu'il y a un chapitre qui vous intéresse et vous ne le trouvez pas dedans. Sinon, il se peut aussi qu'il n'y ait pas de dossier tout court. Alors là, je vous le donne en mille. Je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça, je ne suis pas d'accord, tu n'as pas tracé tes décisions, on ne comprend pas pourquoi, moi je veux plutôt telle framework, moi plutôt telle version, moi je pense qu'il faut l'attaquer de telle manière. Et là, on passe notre temps à se justifier. La bonne manière de faire, si tu me laisses avancer, c'est peut-être plus probablement pas de faire ça, pas de faire ces 150 pages, alors là j'en ai qu'une quarantaine, mais de décrire tous les plans de l'architecture. C'est nécessaire, ce travail on l'a fait, mais on ne l'a pas formalisé à l'écrit bêtement et méchamment, et surtout on ne l'a pas fait d'un bloc. Ça, je l'ai fait d'un bloc il y a 5 ans, et je m'en mords encore les doigts. L'étape d'après, c'est de le faire par petits bouts. Je te laisse avancer. Et dans ces petits bouts, je vous donne une technique qui est, alors, en termes de planification, je regarde, mais pas trop mal, ça devrait aller. Plutôt que de l'écrire tout à la fin et de commencer les développements tout après l'écriture du dossier d'architecture, vous savez ce que les comités d'architecture adorent. Attends, tu rentres dans le cadre, tu valides ton dossier, et uniquement une fois que tu as écrit ton dossier d'architecture, qu'on a bien tout validé en comité qui est plein et qu'il faut attendre encore 1 mois et demi pour le passer, seulement après tu peux développer. Bon, évidemment, les agilistes que vous êtes se diront c'est pas comme ça que ça doit marcher. Voilà comment on pourrait le faire. Plus petites itérations par plus petites itérations. C'est schématique, c'est macro, mais le fond du travail, là, quand je vous demandais ce que fait un architecte, il fait quoi? Il fait des études, il fait des prototypes, il fait de la validation, des fois il intervient sur des corrections, et il le fait par petits blocs dans différentes itérations et pas 50 trucs en même temps, parce que c'est 50 trucs qui n'aboutissent pas. Là, je sors un petit peu du cadre de l'exemple que je donnais. Sur cette phase-là, on refait, sur cet autre projet, on refait le projet du sol au plafond. Donc, on met même en place un nouveau socle. Quand on met complètement en place un nouveau socle, déploiement, normes, langage, etc., raisonnablement, on ne peut pas commencer tout de suite. Ça me fait un peu d'œil de le dire, mais on ne peut pas restreindre toutes les couches dans un énorme projet, là, autre projet avec 25 équipes. Hein. De nouveau, je donne le contexte. Il y a une première phase, il y a un socle minimal qui doit être fait. Ok, il faut 2-3 mois avant d'accoucher à quelque chose qui soit entendable. Mais après cette première phase, rien n'empêche les équipes de commencer à prototyper. Et ça, c'est la bonne chose qu'on fait sur un autre projet. On commence au bout de, j'exagère, à 3 mois, et 3 mois et demi, 4 mois, on a un premier socle d'architecture à base de Docker, à base de Java, de microservices, et dit, OK, ça, on peut les traîner, on va pouvoir vérifier si ça fonctionne. On n'attend pas l'année et demie qu'on nous a donnée pour construire le socle. Et grand bien nous fait, parce que quand on commence à faire ce petit projet, ce petit prototype, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses, plein de concepts, notamment autour de Domain Driven Design. Vous irez regarder la conférence de Guillaume qui se passe en parallèle. Il y a plein de sujets qui ne rentrent pas dans la tête des équipes. On s'aperçoit qu'elles n'ont pas été formées. Sur ce qu'on a déployé, il y a plein de choses qui ne marchent pas du premier coup parce qu'on a beau avoir démontré c'est pas parfait pour tout le monde, mais on a ses premiers retours tôt. Et avant de généraliser, de donner « tiens, regardez, prenez le framework, prenez le socle » à 200 développeurs, dont des Indiens, là, on s'assure que déjà, ce qu'on a fait, ça fonctionne un petit peu en petite équipe. Et de nouveau, c'est ça, cette prise de feedback de la part des équipes qui fait que ça avance. Et eux, ils écrivent des dossiers d'architecture applicatifs par rapport à notre cadre de référence, petit bout par petit bout. In fine, plutôt que d'attendre 1 an et demi et d'avoir seulement les 5% estimatifs de la valeur qui est produite, on a 20% d'un bout de logiciel qui fonctionne et qu'on est capable d'aller montrer aux financiers, qu'on est capable d'aller montrer aux investisseurs, qu'on est capable d'aller montrer au board en disant « Regardez, on a déjà des premiers retours. » Et ça a de la valeur. Parce qu'évidemment, le feedback, il est bien différent, en particulier chez les investisseurs, de dire « Ok, on ne part pas sur rien. Par contre, on a engrangé de la dette. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, cette dette-là, on pourra la résorber. Mais mieux vaut un peu de dette et de la valeur que d'attendre 1 an et demi et de rien avoir du tout avec peu de dette, parce que finalement, si on n'a pas atteint la cible marché, on n'y est pas. Et du coup,
Est-ce que ça, il fait ça, ton collègue? Non, mais non, c'est pas, il faudra tout m'expliquer, mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu expliques aussi, c'est non seulement on a les retours de la plateforme qui est mise en place, elle commence à être utilisée, on a des vrais retours concrets, mais en plus, on met en place le processus qui va des architectes vers les équipes et des équipes en retour vers les architectes. Ouais. Au lieu de se dire au bout de 9 mois, tiens, voilà, on a déjà itéré une fois, 2 fois, 3 fois avec les équipes et on a affiné la manière de travailler avec eux. Tout à fait, tout à fait. Alors du coup, mieux que d'écrire un gros dossier d'architecture, même par phase, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire, quelque chose de plus fin, de plus précis, qui atteindra directement notre cible. Je te laisse avancer. Et du coup, cette technique-là, c'est, on l'a vous dit concrètement, là, dans le concret du concret, plutôt que de faire un dossier d'architecture, on va rédiger ce qu'on appelle les Architecture Decision Records. Et ça, ce sont des décisions d'architecture, ce qui est un peu le fond de notre sujet, comme je vous l'évoquais, qui vont venir décrire un besoin, qui vont venir décrire le contexte dans lequel on a pris la décision. Je reprends cet exemple d'éditeur de logiciels. On a besoin d'améliorer l'expérience des développeurs qui consomment les API ou des investisseurs parce qu'ils savent que sans ça, ça ne passera pas. Et les éléments qui vont nous permettre de décider, ils ne sont pas tous techniques. Au contraire, ils sont même parfois... j'ai du mal à convaincre toutes les équipes, hein, mais de dire, OK, dans 3 mois, on doit avoir livré une version à long terme, une version qui sera supportée sur 1 an et demi. Après, on ne fera pas de changement cassant sur les contrats d'API. C'est terminé. Si on fait ça, on passe pour des guignols et plus personne ne consommera le produit. Ça, c'est important. Si on n'a pas ça dès le début, on n'ira pas plus loin. Donc, on a une échelle de temps qui est limitée et on doit s'y contraindre. Il n'y a pas le choix. D'un point de vue market, on ne peut pas faire autrement. D'une manière générale, il faut quand même qu'on arrive à faire un certain consensus. Et derrière, on décrit dans ce document les différentes options qui s'offrent à nous. Là, en l'occurrence, sur la partie des API, c'est soit on utilise les conventions qui étaient déjà en place dans l'entreprise et on détaille, ça peut être quelque chose, soit on écrit nos propres conventions de but en blanc, soit on utilise des conventions qui sont déjà existantes, que l'entreprise connaît à peu près, qui font consensus sur le marché. Si vous vous rappelez, dans ce petit backlog d'architecture, c'était le deuxième pan, Guidelines de développement. Et derrière, si tu avances s'il te plaît, on décrit l'attendu, ce qu'on a choisi, pourquoi, mais le pourquoi, il est succinct et il est suffisant. Ce n'est pas un dossier d'architecture qui fait 4 ou 5 chapitres juste pour ça. Les conséquences pour chacun des choix, quel que soit le choix. Typiquement, si on met en place des guidelines d'API, forcément, il y aura un temps de formation et tout le monde ne rentrera pas dedans tout seul. OK, c'est entendable. Par contre, on s'assurera d'avoir la bonne expérience, etc., etc. Je te laisse avancer. Et on détaille après, option par option, si je prends les conventions de l'entreprise, ou si je les réécris complètement, ou si j'utilise, quels sont les bons points, quels sont les mauvais points. De nouveau, c'est succinct. Le but, c'est de justifier la décision en regard des critères de décision, et que cette décision-là, elle soit suffisamment pérenne pour ne pas être remise en cause tout de suite, parce qu'on pense que c'est juste, mais pour qu'elle puisse être remise en cause le jour où le contexte, lui, a changé. Parce que de nouveau, le but, c'est de s'assurer que l'architecture, elle prenne en compte le fait que le changement, c'est la norme. Donc, on sait qu'un jour, ça changera, et donc, on trace le pourquoi, le comment, les gains rapides et pourquoi on le met en œuvre, et éventuellement, on peut aller donner quelques éléments supplémentaires, ici, en l'occurrence, les guidelines vers la présentation. Voilà comment on formalise des questions d'architecture finement, dans un endroit qui plaira le plus aux développeurs. Je te laisse avancer. Dans le code. Les ADR, en particulier, ça se met très bien directement dans le code, dans le dépôt de source code, ou alors dans un wiki, peu importe. Là, en l'occurrence, le format que j'ai utilisé, c'est un format Markdown, peut-être le troisième mot technique, je vous avais menti. Un format qui permet d'écrire simplement de la documentation, celui que vous retrouvez dans les wikis ou dans les dépôts Git. Et ça, cette petite décision d'architecture que j'ai rédigée, il m'a fallu une demi-heure pour la rédiger. Il ne m'a pas fallu 3 jours avec validation du document. Il m'a fallu une demi-heure pour donner les éléments, ce qui ne préjuge pas du travail qu'on a fait en amont pour y arriver. Mais on l'a écrite, et si vous l'avez vu tout à l'heure, il y a même un statut. Elle peut être proposée, donc dans un état un peu brouillon. Ensuite, elle peut être acceptée, et elle peut être invalidée plus tard. Mais ça se voit dans le changelog, ça se voit au quotidien. Et là, les développeurs
qui ne vont pas se fader les 50 pages du dossier d'architecture, les 200 pages du Scrum Guide, toutes les ambitions produits. Ils savent à un endroit précis où aller chercher les décisions qui les concernent. Et ça se met très bien dans un projet, dans un répertoire document ou dans un wiki, comme je le disais. Je te laisse avancer. Et oui, donc là, si je résume, je sais comment reprendre tous nos dossiers, tous mes éléments d'architecture, comment les organiser. Je sais les implémenter dans des PI, dans des sprints, travailler avec les équipes. Donc, on a mis les choses sous contrôle. Mais comment on fait pour prendre un peu plus de recul maintenant? Qu'est-ce que je peux dire à mon avis là-dessus? Eh ben, tu peux lui dire que même si sur un des précédents projets, on a tout refait du sol au plafond, parce que le projet était énorme, il y a quand même des projets sur lesquels on peut aller plus vite à l'essentiel. Et dans les critères de décision de l'architecte, il y a quand même un élément qui est important, au-delà des aspects business, c'est la gestion du risque. Globalement, ce qu'on gère, c'est du risque. Et on va limiter ce risque. Pour ça, il y a quelque chose qui est très bien fait par la communauté autour de Domain Driven Design. Ils ont posé un modèle qui s'appelle, de la documentation, qui est le Starter Modeling Process, qui permet d'arriver rapidement à un squelette d'architecture qui est suffisant pour commencer à développer, où on a globalement traité toutes les incertitudes. On a créé de l'alignement, on a découvert le produit, on a découpé, organisé les services entre eux, les organisations entre elles, et derrière, on est capable de le documenter. Et pourquoi j'en parle? Outre le fait que je suis assez fan de ce qu'ils ont produit et de toute la littérature que vous retrouverez dans le dépôt que vous pouvez scanner là-haut, c'est exactement comme ça qu'on fonctionne chez Hippon Technologies quand on fait ce qu'on appelle des discoveries. Quand on va découvrir un produit, c'est exactement ce qu'on fait. Et j'ai souri parce qu'on voit on a exactement la même convergence d'opinion. Je vous montre quelques exemples. Ce sera mieux que vous alliez regarder par vous-même ce qu'est ce Starter Modeling Process. Et après, comme ça, on peut passer aux questions. Je te laisse avancer. Donc, sur la partie alignement, première étape, des choses très faciles, des choses que là, pour le coup, je suis certain que vous partagez, que vous appliquez déjà, que vous connaissez. Aligner, un petit peu comme le disait Anne ce matin, c'est avoir de l'impact, mesurer l'impact et idéalement les suivre au travers d'OKR. C'est poser un business canvas pour aller chercher les options, la clientèle, les bénéfices, etc. C'est aller rapidement à l'essentiel en posant quelques questions. Et quand je dis rapidement, je vous rappelle le cycle de vie de mes copains architectes là, qui ont mis 3 ans à faire leur cadre et qui n'ont pas attaqué tout ça. Il aura fallu 3 ans pour s'apercevoir qu'ils divergeaient complètement. Là, ces ateliers-là, c'est quelques ateliers de 3-4 heures. Quand ils s'enchaînent bien, en 3-4 semaines, c'est plié. Quand on a un peu moins focus, ok, un mois et demi. Mais en un mois et demi, on a tout balayé. Donc, impact mapping, business in canvas, je te laisse avancer. Toujours pour créer de l'alignement, moins le sujet des architectes, mais si l'architecte n'est pas là et qu'il ne suit pas ça, lui aussi, il a raté quelque chose. Un user journey mapping pour voir comment se déroule le métier d'une personne sur le terrain. Et c'est à partir de ça, par exemple, que nous, on va en déduire, nous architectes, les contraintes de performance. Si je suis à un moment où j'ai besoin d'aller vite parce que j'ai mon client au téléphone ou parce que je fais 20 fois la même action dans la journée, je ne peux pas attendre des heures que ça travaille. Voilà le bon critère de performance. Ce n'est pas, oui, il faut que mon API, elle réponde en moins de 50 millisecondes. Ok, ça, ce n'est pas ce qu'impacte l'utilisateur. Ben, voilà comment on doit travailler main dans la main, product owner, UX designer, architecte. En tout cas, chez Hippon, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et de la même manière, toujours pour créer de l'alignement, et Dieu sait que c'est compliqué, on va aussi collecter toutes les exigences non fonctionnelles, là j'ai parlé d'exigences plutôt fonctionnelles, toutes les exigences non fonctionnelles autour de la sécurité, de la, comment ça s'appelle, éventuellement de l'accessibilité ou de tous ces sujets qui sont, on sait qu'il faut le faire, mais on le traitera peut-être plus tard, qui demain se transformeront en capacité, en enabler. On va les traiter autour de l'atelier d'Event Storming. Petit teaser, la semaine prochaine sur notre blog, il y a un article qui va sortir de mon collègue Arthur Berthiaud qui explique comment on déroule un atelier d'event storming, de quality storming, pardon. Et du coup, j'ai fait comme Anne, j'ai anticipé un petit peu, je te laisse avancer. Évidemment, là pour le coup, si vous ne l'attendiez pas, j'aurais été surpris. Petit clin d'œil aux gens de la salle. Qu'est-ce qu'on fait? Pour aller cadrer le besoin d'architecture, on crée un event storming et on déroule, on découvre le processus au travers de tout ça. Et cette matière-là, si là, elle est pilotée par les architectes, elle est faite de concert avec les designers.
Tout ça, ça s'enchaîne, user story mapping, etc. Tout ça, ça permet de découvrir le produit. Je te laisse avancer. Et on en déduit quelque chose qui nous est cher, architecte, la context map. La context map, sans entrer trop dans les détails, c'est ce qui permet de voir quelles sont les relations entre les services, qui a la main, qui consomme, et d'en déduire les bonnes techniques d'organisation. Quand on travaille main dans la main avec une équipe qui produit des API, parce qu'une équipe back-end, une équipe front-end, forcément, on doit travailler le contrat ensemble. Si c'est plutôt un pattern qui est qu'on appelle conformiste, il y en a un qui fait le contrat, et de toute façon, tous les autres consomment et ils n'ont pas voix au chapitre. OK, il n'y a pas besoin d'avoir une relation forte. De toute façon, on va pousser le contrat et puis basta. Donc, à partir de ces petits éléments, cet atelier, ce pattern-là qui est dans Domain Driven Design stratégique, c'est le résultat de l'event storming. Et avec ça, je suis capable de designer les équipes, les services, voire les microservices si ça a du sens, les relations entre les équipes, et je suis capable d'avoir la bonne comitologie, la bonne organisation et les bonnes instances, d'avoir les bons patterns d'architecture. Voilà comment je fais rapidement pour avoir ces éléments-ci. Ça avance. Et donc, si je continue un petit peu plus loin, merci. D'autres éléments qui sont eux-mêmes décrits dans le DDD Modeling Starter, et quelque chose qui est aussi assez propre aux architectes, on va définir ce qu'on fait, pourquoi, comment, est-ce qu'on l'achète ou pas, ce fameux modèle qui était make or buy, si je vais un cran plus loin, make well, make or buy. C'est du cœur de métier, c'est différenciant pour l'entreprise, vous le faites bien, et quand je dis vous le faites bien, j'explique après comment, mais vous allez me voir venir, avec des architectures qui soient, d'un point de vue logiciel, capables d'évoluer. Si ce n'est pas urgent, si ce n'est pas hyper important, si ça vient juste filer un petit coup de main, OK, des applications développées à base, par exemple, d'un framework qu'on utilise souvent, auquel on contribue, chez Python Technologies, qui est Gipster, ça va très bien. Ça fait du CRUD, je suis capable de déployer des API, d'avoir des interfaces. Je n'ai pas des gros process métiers compliqués, mais je suis capable de le faire vite et je le maîtrise. Et si à l'inverse, ce n'est pas mon métier et que tout le monde utilise déjà quelque chose comme ça sur le marché, je ne vais pas me priver. Je ne vais pas refaire moi-même un système d'authentification avec de la gestion des identités, des accès sur des protocoles standards. Sauf si mon propos, c'est vraiment de faire un nouveau, je ne sais pas moi, France Connect, je n'ai pas besoin de le redévelopper par moi-même. Je l'achète, je le loue, je le sous-traite, peu importe, mais je ne m'en occupe pas. Tout ça, c'est des méthodes d'architecture qu'on voit classiquement, et c'est ça le travail de l'architecte. Et d'un point de vue agile, ça permet d'identifier ce qu'on ira faire vite, bien par nous-mêmes, et ce qu'on va acheter pour gagner du temps. Je te laisse passer au suivant. Je résume. Et ça, je pense que c'est le slide qu'il faut que tu donnes à ton copain. Là, voilà l'essence de tout ce qu'on s'est dit. Il y a deux choses qui font qu'on travaille bien quand on est un architecte. On priorise. Okay, on priorise la piste d'architecture au sens où c'est écrit dans Safe. On va choisir nos combats et on va avoir toujours un coup d'avance, mais pas plus. Même projet sur lequel j'étais, ce fameux sujet de performance, un d'Elitech m'a dit, moi, on m'a dit, demain, on doit faire 2 fois le volume lors des jours de rush. 2 fois le volume lors des jours de rush, c'est quand on aura des clients. À date, des clients, j'en ai un et ils me passent 1000 commandes par jour. 1000 commandes par jour, je n'ai pas besoin d'avoir une base super performante. Par contre, si chaque fois que je déploie, c'est galère et chaque fois que je développe, c'est compliqué, personne ne comprend, j'ai raté quelque chose. Donc, on n'anticipe pas trop. Et ça, je crois que c'est le truc le plus dur, même pour moi, anticiper juste un petit peu, parce qu'on sait tous que demain, quand tu auras le rush, on n'aura pas toujours la capacité d'aller remodifier une base, de les modifier un code source, d'aller modifier un composant du framework, mais c'est vraiment l'élément clé. Et comment on le priorise? En fonction des besoins business, le principal axe de décision que j'évoquais tout à l'heure, c'est si on ne fait pas ça, le marché n'achète pas. En fonction du risque, parce que si je ne dérisque pas et que demain je me plante, j'ai peut-être un gros impact. Et si j'ai un gros impact, toutes mes décisions sont erronées. Ça, c'est compliqué. Et évidemment, en fonction des opportunités. Des fois, il y a moyen de faire mieux autrement dans des moments où c'est un peu plus calme. L'autre élément, je le disais, c'est l'architecture, ce n'est pas un truc qui va se dérouler pendant des années. Ça se vit au quotidien et donc ça s'inscrit dans le changement. Pour ça s'inscrire dans le changement, on livre régulièrement. Et quand je dis qu'on livre, des choses qui fonctionnent, pas de la doc. On livre des choses qu'on a éprouvées et qui fonctionnent. On s'implique, c'est-à-dire qu'on étudie avec les équipes. Je crois que le mot le plus important, c'est on fait avec. Un architecte, s'il ne fait pas avec, il rate quelque chose, nécessairement.
Et on transmettra une application, d'une documentation qui est bien faite, ça fait partie du job évidemment, et on va à l'essentiel avec les ateliers que je vous ai présentés par exemple, il y en a plein d'autres, mais voilà comment on peut y aller. Au final, si je prends le mot de la fin, nous les architectes, même si on est mieux payé, je rappelle, on n'est pas si différents de vous, on est régi par les mêmes codes, on est régi par les mêmes besoins, et à nous, bien pensants et présomptueuses personnes, de se mettre au même niveau que les autres et de faire aussi bien que ce que font les autres personnes, du moins les autres membres des équipes. On est bon. Si vous avez des questions, on prend, pardon. Pôle emploi, il y a un groupe de travail qui est en train de se faire autour de, on va dire, un framework Continuous Architecture. Je veux savoir si vous le connaissez. Oui. Quel avis vous avez là-dessus? Je prends si tu veux. Donc là, ah oui, je n'ai pas besoin de répéter la question, c'est parfait. Donc oui, je connais ce framework en partie. J'ai discuté brièvement avec un de ses créateurs, mais je n'ai pas assez de recul pour l'avoir mis en œuvre tel quel. On avait discuté de sujet de transformation avec le responsable de ça. Il y a de bons principes dedans. J'y rajouterai juste ceux que j'ai donnés à la fin. Si on ne fait pas avec, si on ne participe pas à la transformation, ça ne marche pas. Dans toutes mes expériences, à chaque fois que je suis arrivé en disant « voilà, c'est bon, j'ai écrit la doc, il n'y a plus qu'à », à minima, j'ai été accueilli moyennement, et dans 90% des cas, j'avais oublié des trucs, c'est normal. J'ai beau faire le mariole, je ne suis pas infaillible en tant qu'architecte, et je ne sais pas tout anticiper, donc il faut faire avec pour s'apercevoir que ça marche. Après, s'il y a des questions plus précises sur des points qui te questionnent dessus, on peut en discuter pendant le forum ouvert, ou même si après, il n'y a pas d'autres questions, je prends volontiers. Je joue pas assez de recul pour avoir synthétisé le tout pour l'instant. Pas mal. Tout à fait. C'est quoi votre plan? Alors, le modèle C4, si tu peux revenir 2 pages sur le slide principal avec le DD model starting model, tout en haut à droite, la code, enfin design et code, dedans, il préconise l'utilisation du modèle C4. C'est un bon moyen pour expliciter les choses, c'est un bon moyen pour aller faire parler et transmettre rapidement avant de coder et de s'apercevoir qu'on va dans le mur. Sur un des projets dans lesquels j'ai travaillé, je travaille avec Bruno Boucard, qui est un grand fan de ce modèle-là, et qui le mettait à toutes les sauces. Je pense que ça peut aider. Je ne le mettrai pas systématiquement, mais ça peut aider. En tout cas, dans les préconisations, c'est un bon moyen de partager au niveau de l'architecture vraiment logicielle. Là, les propos que j'évoquais étaient plutôt à l'étape amont, architecture solution, voire entreprise, une capacité de fournir des applis. Mais là, c'est la bonne déclinaison, et de nouveau, toute la communauté autour de DDD plébiscite ce sujet. Disons que en fait, les deux premiers niveaux. Disons que les 2 premiers niveaux en fait, du modèle C4, on peut voir ça un petit peu comme Google Maps, permettent en fait de définir une architecture système. Oui. C'est quand même bien pratique. Oui, c'est bien pratique. Ça permet de décomposer, d'avoir ce passage d'un modèle un petit peu, d'une vision d'entonnoir, quelque chose de générique, et de descendre un petit peu et de raffiner. C'est tout le principe là, de ce starting modeler, où on peut aller zoomer du plus général au plus particulier, et uniquement sur les points qui sont importants. C'est pour ça que je disais, je ne le mets pas à toutes les sauces. Comme pour un user story mapping ou un impact mapping, on a défini le gros du sujet. Okay, on va zoomer sur ce qui est important, et après seulement, on ira raffiner sur des pans qui n'existent pas. Event storming, pareil, on fait un big picture. Et une fois qu'on a fait cet event storming big picture, s'il y a des domaines qui méritent d'être raffinés, on peut y revenir 3 mois plus tard, ce n'est pas un souci. Mais on a déjà un squelette, Alberto Brandolini dit, un squelette ambulant de l'application, et qui est suffisant pour avancer. Je n'ai pas besoin de beaucoup plus. Le plus, je l'habillerai après. Ces 4 modèles, c'est pareil, pour moi. Concrètement, sur les 2 pays, le document de référence, comme approche dans la référence. Alors, dans le détail, sujet technique, les guidelines de Microsoft, qui étaient suffisamment explicites pour dire comment on fait un bon design d'API. Sur les choix technologiques,
j'ai un trou de mémoire. C'était évidemment sur base, je ne dis pas technique, mais là, les questions sont techniques, je suis désolé. Évidemment, la norme, c'est OpenAPI Specification, anciennement Swagger. Ça, de facto, standard du marché, il n'y a pas trop de débat. Et de la génération de code à partir du contrat qui se fasse avec des modeleurs propres à l'entreprise, pour avoir du code qui soit spécifique et qui rentre bien dans le framework existant de l'entreprise. Pour le reste, j'ai un trou de mémoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on déposait les contrats d'API dans un repository Git qui était partagé par tout le monde, et qu'avec ces quelques éléments, merci pour la question au final, on savait qu'on avait les fondations suffisantes pour pouvoir aller industrialiser le tout, faire des tests de contrat, des tests dans une itération suivante, hein, bien sûr, des tests pactes, tous ces éléments autour, parce qu'on a les bonnes briques pour que ce soit ouvert et que ce soit exploitable avec les bons connecteurs par d'autres applications. Le reste, j'ai un trou de mémoire sur ce qu'on a fait, mais est-ce que ça répond à ta question? Oui. OK. Et de nouveau, si tu veux qu'on en discute pendant le forum ouvert, pas de souci. D'autres questions? C'était un petit peu abordé la en fait, la question, c'est plutôt le lien avec les équipes de développement. Dans quelle mesure la fourniture continue de l'architecture, elle a influencé aussi l'organisation des équipes, les backlogs, et à quel niveau? Ah, le sujet compliqué. Alors, j'ai raconté plein de belles choses. Cette fois-ci, je vais moins mentir. Ça ne s'est pas toujours bien passé. Parce que quand le product manager, on a eu cette discussion à la table hier, quand le product manager il dit OK, ben moi je vais délivrer telle et telle feature, et qu'en face la stratégie c'est de dire ouais, mais tu peux délivrer tout ce que tu veux, de toute façon ils ne vont pas acheter, et que les architectes disent OK, mais il faut implanter ça, ça passe. Ça passe parce que décision business. Quand on se dit tiens, tu n'as pas fait tous tes tests, l'étape d'après, hein, tu n'as pas fait tous tes tests autour de ton périmètre, ça fait 10 fois que tu livres en prod et 10 fois qu'il y a des anomalies, ouais, mais j'ai quand même besoin de livrer de la feature. Et là, ça se percute. Ça se percute parce qu'on n'a pas pris les mêmes bons éléments de décision. Là, les éléments de décision du choix de faire du design d'API qui soit propre, il faisait consensus pour tout le monde, même s'il rentrait un peu au forceps dans les backlogs. OK, ça a décalé. Quand c'est des sujets qui sont moins faciles à valoriser, là, c'était plus compliqué. Et la tension, elle se crée plutôt là. Parce que les backlogs d'architecture, cette fois-ci, je fais plutôt appel à TOGAF. Quand on a défini tout un plan d'architecture, dans TOGAF, ils décrivent un moment, dans une des phases, qu'il faut pouvoir ramener les équipes dans le giron du cadre du standard, parce que tant qu'il y a des écarts, c'est qu'on n'est pas conforme au plan, et il y a des fois, il y a quand même besoin de rentrer dans ce cadre-là. Et ben, toute la gouvernance, qu'elle soit agile ou qu'elle soit cycle en V, doit permettre d'identifier les écarts et de les résoudre, mais ça veut dire forcément sortir, ça veut dire revenir sur des fonctionnalités, faire plus de la correction de dette ou d'ancrer des capacités. Et ça se fait à la négociation, soit avec un sponsor fort, soit avec un business owner fort, soit parfois en confrontation. On va dire, tu n'as pas le choix, si tu ne le fais pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça ne s'est pas toujours bien passé. Le critère essentiel, c'est le risque, d'une part, et ce que je disais tout en amont, c'est qu'on a montré que ça fonctionnait. Parce qu'il y a aussi cette crainte des équipes de dire « Ah, il faut encore que je prenne un truc, c'est les architectes qu'on décide dans leur coin, ça ne va pas marcher, c'est pénible. » Du coup, mais, regardez, on l'a fait avec 2 équipes. Maintenant, si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a un souci. Voilà, ça aide, ce n'est pas forcément le plus joli. Est-ce que ça répond à ta question? Tu as quelque chose de plus précis en tête? Juste une petite précision, justement, tu parlais des events storming, etc. Ouais. C'est quelle solution pour aligner le besoin entre le valeur et le support architecture? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que quels sont les moyens pour confronter les différents besoins? Eh bien, je ne sais pas répondre précisément à ta question. Et du coup, je te propose je vais faire facile, hein, qu'on en discute pendant le forum pour explorer un peu plus ces détails. Parce que là, où il y a plein de réponses, où j'en ai pas, et je pense qu'il me manque quelque chose. Devant, oui, derrière toi. Merci à vous deux pour ce joli pitch. On a beaucoup parlé d'architecture autour des API. Oui. Moi, c'est essentiellement pas que, mais destiné aux équipes de réal et aux développeurs. Est-ce que ce même modèle, côté définition de backlog, d'architecture, sur de la CI/CD, du DevSecOps ou du cloud, par exemple, ça a été mis en place? Est-ce que c'est aussi facile? Ou est-ce que tu as eu davantage de mal à convaincre les équipes en place? Alors, ça se fait.
Je fais un clin d'œil au fond de la salle parce qu'il y a des gens qui l'ont fait. Ça se fait. Il n'y a pas de raison que ce soit plus difficile. Le passage difficile, c'est le premier que j'évoquais, c'est de passer d'un mode où on est en réaction tout le temps parce qu'on est débordé à un mode où j'anticipe un petit peu. Et c'est la première étape. Une fois qu'on a commencé à faire ça, on fait rentrer l'agilité dans le moyen et ça va un petit peu mieux. Là, je travaille dans un autre contexte, mais avoir une équipe, un Cloud Center of Excellence ou un Cloud Provider ou des équipes, des plateformes team, pour employer le bon terme, qui délivrent, elles ont elles-mêmes un backlog et elles le suivent au fur et à mesure. Et comme dans n'importe quelle équipe, il y a des choses qui ne marchent pas, elles ont un volant pour gérer du bug et il y a un volant pour gérer les nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Ça a un temps. Après, ça peut être reversé, ça peut être mis en maintenance, peu importe, mais ça marche. Les plus gros freins, c'est vraiment le sentiment d'urgence, qui est souvent le cas dans les équipes support ou plateforme team qui se sont faites déborder. Et vraiment, l'étape la plus cruciale, c'est de réussir à dire « stop, je ne ferai pas », et en communiquant, en expliquant, pas en disant « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps », parce que personne n'a le temps, mais en expliquant pourquoi, tous les sujets qu'il y a traités, ton sujet, il est là, ça c'est important, le tien, les moins. Voilà, c'est la première étape. Après, généralement, ça va mieux. Généralement. On est bon? Je te laisse avancer au dernier slide du coup. De nouveau, un grand merci aux sponsors. On les a tous évoqués la dernière fois. Un grand merci à l'organisation. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est sympa de se faire guider par la main au quotidien. Vous avez été mais au top, vraiment. Un grand merci à vous. Et applaudissez-les parce que franchement, ils ont pas... On se rejoint dans la salle de projection si vous voulez, demain à partir de 14h si vous voulez qu'on discute un peu plus précisément de ces sujets. Et dernier point avant que vous partiez, je te laisse avancer, à distance comme en salle, n'hésitez pas à nous donner des retours. J'ai eu moi-même des retours en interne quand on a fait cette présentation qui m'ont bien aidé. Les vôtres m'aideront. On mettra les informations à disposition pendant le replay, les liens vers la documentation qui était capturable. Mais n'hésitez pas si vous avez ou des questions ou des retours ou si vous pensez qu'on est des pipoteurs, je prends aussi. Merci à toi, Antoine. Tu as tout ce qu'il faut pour ton copain? Ouais, je vais lui dire de réserver. Parfait. Merci. Bonne journée à vous.